Et c'est parti. Bienvenue à tous dans Brain and Bullshit, qui est le podcast avec Jérémy, fondateur de Coleman Publishing, et moi-même, fondateur de Willever. Dans ce podcast, on parle de scaling et surtout de successful scaling dans le bon ordre, en faisant les bonnes actions et en utilisant les bonnes stratégies. Aujourd'hui, on a un sujet qui est méga chaud, puisque par le passé, il y avait des stratégies qu'on pouvait utiliser comme le high ticket pour développer, pour scaler son business. Et aujourd'hui, on voit aux États-Unis émerger de plus en plus de nouveaux conseils, de nouvelles stratégies qui notamment viennent de Sam Ovens, d'Alex Hormozy, qui sont des brutes du marketing aux États-Unis et qui conseillent de plus en plus d'aller vers le low ticket. Et on voit du coup en France, eh bien, de plus en plus de personnes transitionner en suivant ce mouvement. Et dans ce podcast, aujourd'hui, on va parler, du coup, on va donner notre avis et notre opinion sur tous ces mouvements, sur si c'est une bonne idée ou pas, et ce qu'on ferait à votre place. Merci Jérémy, du coup, bienvenue et Merci. let's go. Bah écoute, si tu veux, regarde, là, ça fait 1 minute 10 qu'on enregistre. C'est une idée de merde, le faites pas. 1 minute 14, fin du podcast. Est-ce qu'on peut faire ça comme ça? Magnifique. Non, okay, donc ça, c'est... ouais, vas-y. Opinion très personnelle. Qu'est-ce que tu penses, personnel, Jérémy? Alors, remettre du contexte. High ticket, mid ticket, low ticket, donc très cher, moyennement cher, pas cher. C'est pas la même chose que vous soyez dans le B2B ou B2C. Il y a eu une petite interruption que vous voyez si vous regardez ça en vidéo, que vous n'allez pas comprendre si vous écoutez ça en audio. Xerius a dû changer de setup à cause du bruit. Donc, je disais, il y a une différence majeure entre high ticket cher, mid ticket intermédiaire, low ticket pas cher. High ticket en B2B, business to business, c'est grand minimum 2000 euros. Mid ticket, ça va être entre 500 et 1000. Low ticket, c'est tout ce qui est à moins de 100 balles. Tout ce qui est un peu entre les deux de tout ça, c'est pas très intéressant. Sur du B2C, business to consumer, grand public, mass market, santé, trucs comme ça, à partir de 1005, on est quand même déjà bien étiquette et ça monte rarement au-delà de 5000. Mid-ticket, ça va être du 200, 500, 600 maximum. Et low ticket, c'est tout ce qui est moins de 100 balles, ça ne change pas. Le problème, c'est que peu importe ce que vous choisissez comme type de produit, donc de business model, très cher, moyennement, pas cher, il y a un moment, il va vous falloir de l'audience. Cette audience, il n'y a que deux façons de l'avoir. Soit en organique, avec les réseaux sociaux. Donc, ça dépend de votre audience existante, parce qu'on ne peut pas en construire très vite sur ces sujets-là. Soit avec de la publicité. La publicité, les coûts d'acquisition d'un client sont de plus en plus chers. Donc, plus vous vendez cher derrière, plus vous êtes rentable. Moins vous vendez cher, moins vous êtes rentable. À partir de là, on comprend le problème. Si on veut faire du low ticket, il faut énormément de volume de gens, puisque c'est pas cher du tout. En publicité, être rentable dessus, c'est quasi impossible. Il y en a qui y arrivent, bien sûr, mais bon, ça reste quand même un niveau de complexité de 10 sur 10, parce qu'on paye 50 € pour avoir un client à 27. Ou alors, dans ce cas-là, il faut 2 millions de personnes qui nous suivent sur les réseaux. Donc, c'est pour ça que c'est pas que fondamentalement, je sois anti-low ticket. De toute façon, le high ticket, à 3 à 5 millions annuels, tu plafonnes. Ensuite, il faut aller sur du mid qui va t'amener entre 5 et 15. Et au-dessus de 15, il faut du low ticket. De toute façon, parce que pour toucher plus de gens dans le marché. Mais c'est 3 sur 10 de complexité de faire marcher un high ticket en organique comme en ads. C'est 7 sur 10 sur un mid ticket. C'est 9,5 sur 10 un low ticket. Et c'est 10 sur 10 de complexité un low ticket en abonnement. Donc en fait, c'est pas que je suis contre. C'est que si vous ne faites pas 10 à 15 millions ou que vous n'êtes pas suivi par 1 à 5 millions de personnes, c'est une idée à la con pour gagner de l'argent. En fait, c'est ça le sujet. En fait, ce que tu viens de dire, c'est mathématique. C'est le business, en soi, si tu reviens au fondement de base, c'est des maths. Du coup, la question, ça devient, est-ce que tu es capable, aujourd'hui, avec un petit produit, de rentrer dans tes coûts qui te permettront de développer le petit produit? Et au final, on se rend compte que la plupart des gens sur le marché français ne sont pas assez, entre guillemets, compétents ou n'ont pas assez développé des compétences en marketing qui permettent d'être rentables pour développer du mid-ticket, du low ticket. Et du coup,
Alex Hormozy, Sam Ovens et tout, ils sont tellement bons en marketing qu'ils sont capables de rendre ça sexy en fait. Ils sont capables de rendre genre le school et la simplicité et le business model. Si tu les lis aux bénéfices, tu as des revenus récurrents. Ouais, mais La plateforme school. je suis même pas d'accord avec toi, tu vois, parce que c'est encore plus vicieux que ça. Alex Hormozy est devenu riche en vendant quoi? Du high ticket, du ultra high ticket. Et du ultra étiquette, parce que ça commençait à 18 000, je crois. Hein. Le Ouais. reste, ça faisait partie d'un funnel juste. Hein. Il ne gagnait pas d'argent dessus. Ça allait de 18 000 à 80 000, je crois. Sam Ovens, il a gagné de l'argent en vendant quoi? Du high ticket, enfin une offre à 2K. Ouais, et après, derrière, il avait des offres qui allaient de 10 à 38. Ouais. Ouais, 38, je crois que c'était, ou 48, je sais plus. Moi, c'est en vrai dans les Ensuite, ils ont bâti School, qui est un outil SaaS pour bâtir des communautés payantes par abonnement. Et maintenant, c'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on gagne le plus d'argent facilement. Donc, pas comme ils ont fait, mais comme il faut faire si vous voulez utiliser leur outil. Ou ils gagnent de l'argent Ouais, si vous mais l'utilisez. c'est ce que je suis en train de dire. Enfin, c'est ce que je disais. C'est que c'est des tellement bons marketeurs qu'aujourd'hui, ils te vendent ayez des revenus récurrents, la plateforme, c'est trop simple à utiliser, ça va vous rendre entre guillemets riche. C'est le futur, mais c'est le futur. Pourquoi? Parce qu'ils veulent développer leur outil. C'est pas le futur parce que c'est Ouais, ok. c'est Je n'avais pas c'est le compris que tu disais futur, ça. tu vois. Donc au final, genre tout le monde pense que c'est la bonne chose à faire parce qu'ils veulent que tout le monde pense ça, parce qu'ils veulent développer leur outil. Et c'est là où ils sont trop forts, tu vois. C'est que leur marketing était tellement puissant que quand ils vendaient le high ticket, tout le monde a fait du high ticket. Aujourd'hui, ils vendent du low ticket et tout le monde veut faire du low ticket, tu vois. Ce qui me gêne, tu vois, c'est pas qu'ils vendent leur opportunité, c'est leur métier. Ce qui me pose problème, c'est qu'ils poussent les gens à ne pas regarder comment eux ont réussi au début et à recopier ce que eux font maintenant. Mais en fait, monsieur, madame, tout le monde qui nous suit sur les réseaux, ils n'ont pas l'audience d'Hormozy, ils n'ont pas ses finances, ils n'ont pas sa capacité marketing. Pareil pour Sam Ovens, en fait. Et si tu n'es pas aussi connu qu'eux, pas aussi fort en marketing qu'eux et que tu n'as pas autant d'argent de côté qu'eux, c'est une idée à la con. Ouais, non mais clairement. Euh, J'aime trop parce qu'au final, genre notre avis, il est ultra catégorique et c'est très rapide d'aller au Viens, on point en essaie un fait. exercice. Viens, on essaie Vas-y. un exercice. Maintenant, on est tous les deux des défenseurs du low ticket en abonnement. Yes. Dans quel contexte et pour qui on arriverait à le défendre? Ok. Alors, pour moi, il y a différentes manières de développer un low ticket. Et en fait, il y a la manière Hormozy et il y a la manière low ticket traditionnelle avec des funnels, genre la manière Russell Brunson, tu vois. Ouais. Donc, du coup, si on parle de pour qui est le low ticket à la manière Hormozy, genre tu fais de la pub vers un school ou tu mets, tu as une grosse audience organique et tu développes ton low ticket sur school, franchement, j'aurais du mal aujourd'hui à vraiment défendre cette idée pour toutes les personnes, sauf si tu as une énorme audience. Une énorme audience et que tu n'as pas envie Ah, de mais te faire un on business. pourrait dire tu vas bâtir une énorme audience. Ouais, mais dans ce cas, quelle est la différence entre School et ton profil Instagram? Si tu n'arrives pas à développer ton profil Instagram, pourquoi les gens ils iraient sur School, sur ton School? Parce que je vais donner plus de valeur dans mon school. Et pourquoi tu le fais pas sur ton profil Instagram? J'arrive vraiment pas à défendre le low ticket en fait. C'est pas que je pense que. En fait, le problème, c'est que même sur le marché français, tu vois, quand les gens ils le vendent comme une trop bonne idée, ils te disent ouais, mais regarde, au lieu d'avoir des leads, tu auras une communauté payante de gens engagés que tu vas pouvoir upsell. Toi et moi, on met le nez dans des trucs de geekerie de marketeurs quand même depuis 10 ans tous les deux. On a tout regardé, tout essayé, mis les mains dans tout ce qu'on trouve, on l'achète pour voir comment c'est foutu, etc. Quel est, en France ou en Europe francophone, le pourcentage de gens qui prennent un produit à 49 € et qui derrière sont les bonnes personnes pour acheter un high ticket que tu vas réussir à upsell donc. Ouais, si tu prends les chiffres, en fait, il y a la théorie et il y a ce que les gens espéreraient avoir, tu vois. Et ce que les gens veulent et ce que les gens disent théoriquement, c'est tu peux upsell entre 3 et 10% des acheteurs de low ticket, tu vois. Et donc ça, c'est la théorie.
la réalité dans la pratique, en dehors de tous les espoirs des gens, et quand on fait les tests sur différents marchés, on a fait des tests, et pas que sur la marque, sur Jeremy Coleman, tu vois. On a fait des tests vraiment dans plusieurs niches, l'amour, la santé, La santé, ouais, les c'était plein de émotions. trucs. Hein. Et en fait, moins de 1% des gens prennent une offre à étiquette. Moins de 1%. Genre, on est plus de l'ordre de 0,3%. Ouais. Admettons que c'est 1%. Les défenseurs du low ticket vont nous dire oui, mais sur ton tunnel low ticket, tu arrives à être break-even. Donc en fait, ce que tu gagnes en vendant les petits produits compense tes coûts publicitaires. Donc tu as des leads gratuits. Donc même si tu en upsell que 1 sur 100, bah, c'est 1 que tu as eu gratuit sans dépenses publicitaires. Sauf que le low ticket break-even qui s'auto-liquide parce que le coût du petit produit compense le coût des pubs. Combien il y a de personnes qu'on connaît qui ont réussi à faire ça sur le nombre de personnes qui ont essayé? Je pense qu'il y en a une. Genre une seule personne qu'on connaît. Moi, j'en connais deux. C'est- J'en connais deux, moi. J'en connais Dont un deux. qui vend l'opportunité, mais qui est effectivement réussi. Tu vois. Faut lui laisser. Donc, on va dire que ça marche pas. Admettons, tu vois. Parce qu'en fait, ça marche dans des cas tellement précis et sur des personnes tellement fortes en marketing que partons du principe que pour les gens qui nous écoutent, ça marchera pas. Ouais. Donc, pour avoir un client à 50, ils vont dépenser 100 balles. OK. Donc, pour avoir 100 personnes, ça va leur coûter 50, 500, 5000. On est d'accord jusque-là, je ne fais pas d'erreur mathématique? OK. Donc, pour obtenir un client que tu vas vendre entre 2 et 5 K, ça t'a coûté 5000. Oups, bug dans la matrice, tu perds de l'argent à chaque nouveau client. Ouais, de ouf. Je t'entends plus, tu as coupé ton micro. Est-ce que tu peux mettre pause, s'il te plaît? Je vais faire le montage, mais faut que j'aille dans une salle. Donc Xerius change pour la 3e fois de décor et de pièces parce que c'est ça de vouloir être un digital nomade qui travaille depuis le Brésil. Moi, je vous l'avais dit à tous que ça a l'air d'être une bonne idée sur le papier, mais que c'est casse-couille, que t'es mieux chez toi. Bref. En vrai, il y a des prêts à payer, c'est sûr. Mais je pense que c'est un des derniers voyages que je fais, parce qu'après, franchement, être digital nomade, c'est saoulant. C'est vraiment saoulant. Non, mais c'est ça, c'est une fausse bonne idée. Donc on disait, avec notre low ticket, on a vu qu'on pouvait donc acquérir un client qu'on va facturer 3 000 € pour la modique somme de 5 000 €. Ce qui fait que pour acquérir un client, je perds 2 000 €. Et en plus, je n'ai pas encore livré, je n'ai pas encore payé ma TVA, je n'ai pas encore payé mon salaire, je n'ai pas encore payé mes coûts. Mais c'est bien, hein, du coup, tu peux avoir 10 clients qui te rapportent 20 000 € ou 30 000 € pour la modique somme de 50 000 €. Et donc, tu peux creuser ta perte de plus en plus. Bref, bien sûr, on a pris des chiffres Ouais, qui prouvent que ça marche pas, tu vois. Mais il faut quand même laisser à ceux qui nous écoutent. Il y a des cas où ça marche. C'est juste qu'ils sont tellement rares et que ça demande tellement de compétences marketing que si vous ne savez pas le faire et que vous allez devoir le déléguer à une agence, elle vous prendra un rein. Et de toute façon, il y a 90% des agences, c'est des chèvres. Voici pourquoi c'est une idée à la con. ouais. Et en vrai, là, on a parlé des coûts, mais on n'a pas parlé de la complexité. Et de la complexité en termes de tracking, en termes de mise en place d'une usine à gaz. Parce que pour que ça marche, il faut quand même créer une belle usine à gaz. En tout cas, si on prend la méthode Russell Brunson avec des upsells dans tous les sens, des cross-sells dans tous les sens. Donc, il faut créer toutes les pages, créer tous les produits, lier les pages aux produits, créer les séquences mail, créer les paniers abandonnés. Parce que pour que ça marche, il faut tout ça. Et là, ça devient un véritable casse-tête, puisque pour réussir à faire marcher ça, qu'est-ce que ça demande? Énormément de temps, et ça demande de savoir où il y a des bugs dans le tunnel de vente, tu vois? Où est-ce que en fait, ça ne convertit pas assez pour que ça marche? Et pour savoir ça, ça nécessite d'avoir, par exemple, des logiciels de tracking super chers qui vont coûter genre, 500 € par mois, ou 400, enfin peu importe. Ça nécessite, de diagnostiquer, de passer sa journée à suivre des tableaux, des chiffres, et sa journée à revoir son argumentaire, de voir où est-ce que les utilisateurs s'arrêtent dans la page de vente. Enfin bref, si en gros tout ce que je vous ai dit là, c'était ultra chiant à écouter, et ben c'est la raison pour laquelle heu, faut c'est une fausse bonne idée en fait, tout comme être digital nomade. C'est
Je pense qu'on a tout dit là-dessus, en fait. C'est que, encore une fois, chaque business model et pricing a des avantages et des inconvénients et un plafond de verre. Mais en fait, tu ne commences pas par le plus compliqué, tu commences par le plus simple. Je donnais un exemple à nos clients sur le Mastermind Fast and Slow ce matin. Je leur disais, allez, on prend un exemple anti-écologique. Imaginons que je veux extraire du pétrole. J'ai 100 litres dans mon jardin. Il y a 1000 litres dans le jardin du voisin. Et il y a 10 000 litres dans le pays d'à côté. Dans mon jardin, je creuse un trou, je mets mon machin, j'extrais mon pétrole. Dans le jardin du voisin, je vais devoir trouver l'accord du voisin, négocier, trouver un prix. Et puis ensuite, je vais devoir rapatrier le pétrole de chez lui à chez moi, etc. J'augmente la complexité. Et quand je veux carrément aller dans le pays voisin, il va falloir que je négocie avec le pays, ou alors que je l'envahisse si ça se trouve, et qu'ensuite je construise des choses là-bas, que je forme de la main-d'œuvre là-bas, que j'importe le truc de nouveau jusqu'à chez moi, etc. Donc, tant que j'ai pas cramé mes ressources à moi dans mon terrain, je vais pas aller me faire chier avec le terrain du voisin. Je le fais seulement quand j'ai plus le choix en termes de volume. C'est la même chose. Le high ticket vous amènera rarement au-delà de 5 millions par an. Mais si vous n'y êtes pas, il y a encore beaucoup plus de choses à faire avec beaucoup moins d'efforts pour y arriver, plutôt que de se compliquer la vie avec le niveau d'après. Le niveau d'après, ça va être le mid-ticket qui va vous amener à 10-15 millions par an. Théoriquement, en tout cas, sur le marché francophone, on a vu des gens qui l'ont fait. Et après, derrière, si tu veux aller encore plus loin, tu auras besoin d'un low ticket parce qu'il va falloir éduquer le marché à grande échelle, etc. Tu regardes des trucs comme Masterclass aux États-Unis. Pour atteindre ce niveau de volume de population dans le monde, ils sont obligés d'inviter des présidents et de derrière faire un truc à 19 € par mois. Tant que tu n'es pas à 5 millions ou que tu n'as pas 5 millions sur un compte ou que tu n'as pas 5 millions d'audience, reste sur ton putain de high ticket, c'est plus simple. Ça ne veut pas dire que le reste ne marche pas. C'est-à-dire pourquoi tu veux faire un truc difficile alors que tu peux commencer par le truc le plus facile qui t'amènera aux ressources financières et d'audience qui te permettra d'aller au niveau d'après, et ainsi de suite. C'est ça l'enjeu. Yes. Du coup, je vais jouer au mec qui veut développer quand même son étiquette malgré tout ce que tu viens de dire. Puisque moi, Jérémy, ce que je veux, c'est avoir de l'impact sur des centaines de milliers de personnes. Et du coup, j'ai l'impression que vendre juste je sais pas, à 3 chefs d'entreprise sur LinkedIn, mon programme perte de poids, en fait, j'ai pas l'impact que je voudrais avoir. Alors oui, je gagne de l'argent, mais en fait, je me sens pas comblé par ça. Mm. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors déjà, première question, c'est sur quoi on est en train d'optimiser? Est-ce qu'on optimise sur ton bonheur ou est-ce qu'on optimise sur la réussite professionnelle de ton entreprise? Si on optimise sur ton bonheur, c'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire de ta vie. Fais ce qui te rend heureux, fais ce qui te nourrit. Fais juste attention à pas te bullshiter par peur ou par shiny object syndrome, pour commencer. Partons du principe que ton bonheur, c'est ton problème et que notre discussion, c'est pour optimiser la réussite et le développement commercial de ton entreprise. En fait, dans ce cas-là, tes contenus gratuits auront beaucoup plus d'impact sur le monde. Maintenant, le problème, c'est qu'en fait, les gens, quand ils n'ont pas d'argent dans un truc, ils y accordent rarement de la valeur. Donc, ton contenu gratuit ne va pas réussir à impacter tant de monde que ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre plus cher avec un service premium, VIP, 5 étoiles aux gens qui peuvent se le payer. Cet argent, on va l'utiliser pour te rendre plus visible à plus grande échelle et pour développer l'équipe et la structure marketing pour aller au palier suivant et ainsi de suite. Et en fait, l'idée, c'est pas de te rendre plus riche. L'idée, c'est de te permettre de développer les ressources pour avoir l'impact que tu veux avoir. Ouais, et moi, j'ajouterais à ça, il y a l'impact quantitatif et l'impact qualitatif, tu vois? Du coup, aujourd'hui, peut-être que tu vas impacter 1 million de personnes grâce à ta vidéo YouTube. Tu vas peut-être gagner genre 2 000 € dessus, mais c'est pas ton but puisque tu veux ta métrique d'impact, c'est le nombre de vues. Mais peut-être que les 1 million de personnes qui ont vu ta vidéo YouTube, ils ont vu genre 1 minute et au final, ça les a pas vraiment impactés. VS 3 personnes où tu as eu un impact qualitatif et tu as changé leur vie, tu vois? Donc en soi, en termes d'impact, parfois, il faut regarder d'autres types de métriques que le nombre de vues ou le nombre de personnes qui ont pu avoir, un contact avec notre marque ou notre produit. Ou ouais, notre marque. Ouais, complètement. Puis encore une fois, tu vois, et ça revient à ce qu'on disait dans l'épisode précédent, c'est sur quoi on est en train d'essayer d'optimiser. Si tu pars de zéro ou que tu n'es pas très avancé, je pars du principe que tu n'es pas riche et que tu n'as pas une tonne d'audience. Et que tu me dis que la métrique qu'on mesure dans un premier temps, c'est la réussite de ton entreprise, son développement commercial et marketing, dans ce cas-là, fais ma technique sous le pas. C'est ça qu'il faut faire. En fait, c'est ça la bonne façon de faire pour optimiser les efforts fournis avec les résultats obtenus.
Tu me dis que tu veux juste t'amuser, fais ton low ticket si tu as envie. Tu me dis que tu as 10 millions sur un compte pour arroser le marché, fais ton low ticket si tu as envie. Tu me dis que tu es suivi par 3 millions de personnes, fais ton low ticket si tu as envie. Tu me dis je veux juste faire ce que je veux me marrer, fais ton low ticket si tu as envie. Je suis personne pour te dire que c'est mal. Si tu me dis le moins d'efforts pour le plus de résultats et la réussite et le développement professionnel, commercial, marketing de mon entreprise, fais un putain de high ticket pour commencer, ça marche mieux. Ouais, j'ai rien, j'ai rien à ajouter. Drop the mic. Et pas vraiment C'est parce ça, que ça coûte cher. Pas vraiment parce c'est que ça coûte cher. exactement ça. Ouais. Et Ah, pourtant, il y a toujours des marketeurs qui vont continuer à vendre la nouvelle opportunité du low ticket par abonnement avec des preuves par l'évidence que ça marche. Le problème, c'est qu'ils se battent sur des stats qui ont marché pour eux et qui vont pas marcher pour beaucoup de gens, en fait. ouais, mais ça, on en revient à ce que tu dis toujours, tu vois, c'est le marketing sur en mettant en avant les réussites atypiques et anormales, tu vois. Genre, ça a Mmh. marché pour moi, donc ça va marcher pour vous. Ou ça a marché pour 3 personnes. Pour ces 3 personnes-là, elles ont fait 1 million d'euros grâce à ça, mais je vous parle pas des 997 autres personnes qui n'ont pas eu de résultats ou qui ont même perdu de l'argent à cause de ça ou qui ont perdu tous leurs cheveux parce qu'en fait, juste, c'était l'enfer, en fait, ce business model, tu vois? Et En fait, tout s'explique. En fait, j'ai essayé de faire un low ticket, moi. C'est ça qui s'est passé. mais mec, c'est ça. Faut arrêter le ticket, Jérémy en est la preuve et au final, Vous allez finir chauve. on a accompagné, ensemble quelqu'un. Au final, en fait, je connais 2 personnes qui ont eu des low tickets et pour qui ça a marché et l'autre personne, hem, elle était dans une niche où le low ticket, ça marchait bien. Elle faisait genre environ 30 000 par mois et tout. Mais en fait, vraiment, cette personne n'était plus épanouie par ce qu'elle faisait, parce qu'elle passait sa vie à regarder ses publicités et à optimiser et elle n'était pas faite pour ça parce que ce qu'elle voulait, c'était juste coacher et aider les gens, tu vois? Ouais, est-ce Et qu'on peut c'était parler des devenu un clients à 30 € marketeur. aussi? On peut parler des clients à 30 € ou pas? Oui, oui, Non, parce que quand vous allez recevoir 257 fois par jour sur votre support client, où ils vont devoir être 12 parce que sinon ça marche pas, heu, j'ai perdu mon mot de passe, j'ai cliqué, ça marche pas, ou alors carrément: «J'ai été débité d'un truc, je sais pas qui vous êtes, connard, j'appelle la police». Parce que l'audience du low ticket, c'est ça, tu vois, quand même. C'est pas que ça, bien entendu, tu vois? Tu vas avoir des centaines de gens très intelligents et très sympas, et cetera. Mais quand même, le petit produit mass market, t'attires quand même les plus drôles des Pokémon aussi, hein. tu attires le mass market. C'est Tu voilà, attires plus de monde. c'est pas Rondoudou en face, hein, c'est Dracofeu, hein, tu te fais souffler dessus toute la journée, hein. Ouais, mais tu vois, il y en a qui se disent justement, genre, là, je vais essayer d'avoir un argument pour le low ticket. Mmh. Ouais, mais moi, en fait, j'ai moins de responsabilités par client et je me sens mieux parce qu'ils me mettent pas une énorme pression d'avoir des résultats parce qu'ils ont pas payé 5 000 balles, tu vois? Mmh. Mais j'ai aussi le contre-argument et mais oui, en gros, j'ai eu un j'ai eu, des clients qui m'ont dit ça, qui m'ont dit: «Ouais, moi, je veux pas avoir la pression et tout» et en fait, le contre-argument de ce truc-là, c'est que les clients qui achètent des petits produits sont en réalité plus chiants, plus exigeants Arrête, et Monday. plus intransigeants que les clients qui achètent une offre high ticket. C'est ça qui est paradoxal. C'est que tu Ah crois non, avoir mais moins de pression attends, c'est le pire. Ils sont trop et chiants. tu te prends plus la tête. Et là, il y a des gens qui nous écoutent et qui vont dire: «Oui, mais vous avez installé un book funnel, donc un funnel low ticket avec un livre à l'entrée, pour le business de Jérémy. Pourquoi vous avez fait ça?» Yes. Alors ça, c'est une très bonne question. Pourquoi on fait ce pourquoi on est, «contre» entre guillemets aujourd'hui, en tout cas pour la plupart des gens? C'est parce que dans toute stratégie, il y a une séquence et il y a, une séquence, c'est-à-dire il y a un temps pour tout et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est ils ont pas de clients et ils vont passer énormément de temps à construire un super programme pour des futurs clients. Tu fais la bonne chose, oui, c'est bien d'avoir un super programme, mais est-ce que tu fais la bonne chose dans le bon ordre? Bah non, parce Mmh. que avant d'avoir un super programme, il faut peut-être avoir du coup des gens à l'intérieur et le rendre super une fois qu'ils sont là, avoir une preuve de marché. Et c'est pareil pour beaucoup de choses, genre je veux déléguer, mais je veux pas prendre d'appel de vente, mais j'ai pas d'appel.
bah, avant de déléguer, déjà commence par avoir des appels. Une fois que tu as un problème ou tu as trop d'appels, là, tu vas pouvoir déléguer. Mais ne prends pas le problème à l'envers, tu vois. Et nous, c'est la même chose. On a commencé par faire énormément d'argent avec une offre chère, en aidant énormément de gens en profondeur. Une fois que, une fois qu'on avait cette stratégie qui fonctionnait, on s'est dit: «Tiens, comment on peut aller toucher un marché qui est peut-être un peu plus large, peut-être moins éduqué? Non, et Comment on va puis, faire pour». dis-leur la vérité, Xavier. Comme tous les gens qui arrivent sur cette vidéo, on s'est dit: «Eh, mais ce serait une super bonne idée!» Et on l'a lancé et les maths, elles sont éclatées par terre, alors qu'on était sur des produits existants, qu'on savait déjà best-seller, qu'on est bon en marketing et cetera et au final, on s'est dit: «Ah vas-y, ça m'a saoulé ce truc. De toute façon, on a un autre truc qui marche, on va arrêter de faire des les petits poulets sans tête à courir dans tous les sens. Ce book funnel, on l'a foutu en retargeting, on spend 10 € par jour dessus, on est profitable, c'est bien, mais en fait, c'est comme si on n'en avait pas». Ouais, clairement. Mais en fait, hem, ce que tu dis, c'est vrai et je sais pas si, on l'a fait parce qu'on a fait le poulet sans tête, par contre. Est-ce que c'est le cas? On voulait essayer de diluer nos coûts On voulait d'acquisition. tester. Ouais. On veut disons qu'en fait, Au final, la personnellement, je réponse était savais juste: que c'était Soyez dur à faire meilleurs». marcher, tu vois? Je savais que c'était dur à faire marcher, mais on voulait quand même tester. On voulait tester. Mais Ouais, on aurait pu le pousser plus loin. Mais encore une fois, les maths collent pas. non. En fait, C'est la question. Mmh. théoriquement, c'est un super outil. Maintenant, pour le faire marcher, genre le faire marcher comme on nous le vend, c'est une autre affaire. Et au Mmh. final, aujourd'hui, le ticket, il sert juste, nous, dans notre tunnel, il sert à les gens qui ne sont pas qualifiés pour prendre un appel avec nous, bah, en fait, on les pousse vers le ticket et ils peuvent voir qui on aide, comment on le fait et Mmh. s'auto, entre guillemets, «éduquer». Faut se poser une autre question, en fait. C'est, est-ce que tu veux être Hermès ou Vuitton? Ou est-ce que tu veux être, Shein, ou Temu? Mais en fait, tu peux pas être Temu avec des marges de 1 si tu arroses pas 1,5 milliard de personnes. Alors qu'en vendant des malles Louis Vuitton à 20 000 balles, tu peux gagner ta vie à partir du premier client. Donc en fait, il faut choisir, est-ce que tu veux être une marque de luxe, voire d'ultra luxe, ou est-ce que tu veux être un mass market à 3 €? Mais tout le monde arrivera à comprendre que pour être Temu avec, 10 centimes de marge par produit, tu es obligé d'en vendre à 1 milliard de personnes pour gagner de l'argent. Et s'il y a un truc qui déconne, tes 10 centimes de marge, ils explosent. Ouais, c'est ce qui rend le truc compliqué. Et du coup, si on parle du mid-ticket et qu'on prend, des personnes en France, genre qui ressemblent à Iman Gadzhi aux US, qui ont une grosse audience, qui vendent du mid-ticket, une formation à 500 €, hem et pour qui ça marche. Tu Mmh. dirais que c'est quoi l'élément, qui fait que pour eux ça marche, tu vois? Parce que Il y a 2 trucs très simples. Un, ils ont de l'audience. 2, ils font des webinaires, des challenges, des événements présentiels dans des salles avec 3 000 personnes et cetera. C'est tout. C'est en fait, le mid-ticket fonctionne très bien, mais pareil, il faut beaucoup de volume et surtout, il faut un pourquoi maintenant au niveau de l'achat très, très fort. Et donc en fait, c'est systématiquement des webinaires, des challenges de 5 jours, des événements, des masterclass, des machins, des trucs en live qui prennent beaucoup de temps et qui prennent beaucoup d'énergie, et qui est pas le plus simple pour se développer au début. Maintenant, quand tu arrives à un certain niveau, c'est le plus simple pour aller au prochain niveau. Mais moi, tous les gens que je connais, qui faisaient des gros événements, ils sont en train d'arrêter. Il y en a quelques-uns qui continuent à le faire parce qu'ils ont des audiences stratosphériques, de très grosses équipes, de très gros budgets publicitaires. Ça les gêne pas de bosser comme des oufs et donc c'est une très bonne stratégie. Parce que forcément, tu peux beaucoup plus arroser le marché à 1000 balles que tu peux à 5000 ou 10 000, ce qui est logique. ouais. Et là, tu vois, on revient dans la séquence dans laquelle, je parlais tout à l'heure, tu vois? Parce que, ces gens-là ont un avantage, c'est qu'ils ont une audience. La plupart des gens n'ont pas une grosse audience. Hem, du coup, ils peuvent utiliser ça en levier et en fait, ils ont l'avantage, ce qui leur permet de faire des webinaires et le webinaire, c'est juste un outil de conversion
pour faire des choses qu'ils ne peuvent plus faire en one-to-one, tu vois. Mais en gros, quelqu'un qui est petit, qui voudrait faire un low ticket pour vendre à des centaines de personnes, le low ticket, ça serait juste un outil parce qu'il ne pourrait pas parler à des centaines de personnes lui-même. Mais en fait, si tu n'as pas des centaines de personnes à qui parler, bah, va commencer à parler à des 10 personnes, 20 personnes déjà. Fais des choses qui ne se scale pas. Et même, genre, je dirais même à l'extrême, fais des choses qui ne se scale, les choses qui ne se scale pas, tu vois. Do Et en fait, things c'est that là où don't tu vas scale. pouvoir. Ouais. Scale, things that don't scale. Genre, vas-y à l'extrême, tu vois. Non, parce que ce que les gens se rendent pas compte, tu vois? Là, actuellement, je suis en train de tester un fufu et j'en parlerai pas pour l'instant, tu vois? Mais j'en parlerai quand ce sera plus développé peut-être. Une stratégie avec Instagram et cetera et je suis en train de la tester pas avec mon compte. Je suis en train de la tester avec un compte, il y a pas mon nom dessus, c'est pas mon compte et cetera. Ben, je refais du setting à la main, moi tout seul, une personne par une personne. Parce qu'il faut que je teste une théorie, que j'en découle un process, que je le fasse à plus grande échelle et quand je suis sûr que ça marche, je déploie une tonne d'équipes et d'argent dessus. Mais là, actuellement, même à notre niveau de revenu, je fais des trucs à la main tous les jours un petit peu, comme une petite fourmi. Tu peux pas savoir si un Ok, truc en marche fait, si tu commences pas par le faire toi-même. ouais. Et puis, tu sais, pour les gens qui nous écoutent et qui font, je sais pas, 50 000 par mois, quel est l'avantage que tu as à 50 000 par mois que ne peuvent pas faire les boîtes à 300 000 par mois? Quels sont les avantages et comment tu peux utiliser ces avantages? Et il y en a 1 million d'avantages que tu as quand tu es, entre guillemets, petit ou que tu es dans une phase de scaling, tu vois? Si C'est, je me souviens plus si c'était pas le slogan de Facebook: «Move fast, break things». Je sais plus, mais en tout cas, c'était une des boîtes de la Silicon Valley. Je crois que c'était Facebook, mais je suis pas sûr. Bon, peu importe. Quand tu es petit, tu peux move fast, break things. Quand tu as une boîte à 300K par mois, moi j'ai, entre 30 et 40 personnes, que je dois payer tous les mois. Alors on a un modèle avec, beaucoup d'agences, de contractors et cetera, mais je peux pas break things et péter la boîte par terre, quoi. Enfin, je peux ouais, théoriquement, hein, mais ça c'est pas le but, quoi. il y a le move fast, mais il y a un peu plus de pression sur le break things, un peu plus. Bah, Donc en fait, c'est forcément, c'est des grosses machines ces boîtes-là, tu vois? Heu, moi, je suis dans une dynamique où, quand tout se passe bien, je gagne beaucoup d'argent, mais si je fais une connerie, je peux en perdre beaucoup très, très vite aussi, hein. Ça, les gens, ils se rendent pas compte, tu vois? ouais. Mais justement, hier, j'avais une discussion avec les clients du mastermind argent, heu et justement, genre, ils me disaient: «Ah, moi, je pensais que quand on faisait genre 100 000 € par mois, en vrai, on avait, 90 de profit, quoi» et Nope. et c'est du coup, ils avaient vraiment pas le modèle mental de la réalité derrière une boîte qui fait 100K par mois et dans Mmh. une phase de scaling surtout. Parce que oui, tu peux avoir 90 de profit si tu es stabilisé, tu t'es, Non. délesté de toutes les personnes Non, qui t'ont vraiment aidé pas. à Non, non, grossir. vraiment pas. 90 de profit, non. Ouais, bah, En j'exagère, mais tu tu es peux en en avoir plus Europe, que 20. oui, parce qu'entre 20 et 30, c'est une phase d'accélération. Quand tu es en phase de consolidation, tu vas viser 40 à 50. Au-dessus de 50, je en Europe, je vois pas comment. Ouais, du coup, Ou tu alors tu fais peux de la merde, quoi. Enfin, et donc le point, c'était, je connaissais pas la réalité et en fait, hem, j'ai l'illusion qu'un jour, je comment dire? Genre, ils peuvent avoir l'illusion qu'un jour, ils seront entre guillemets, genre, tranquilles, re les la boîte tourne et j'ai rien à faire et j'ai mon argent qui rentre. Alors que la 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 tranquillité vient du fait d'embrasser les problèmes. ouais, ouais. Parce que ce que tu dis là, c'est que en fait, tu as une boîte qui fait genre, qui fait 100 000 € ou 150 000 €. On va dire 100 000 € parce que c'est simple. Ce qui se passe, c'est que tu as, je sais pas, 60 000 de charges, 50 000, on va dire? Ouais, on va dire 50, allez, pour le calcul, pour que ce soit OK, simple. donc 50 000 de charges. Donc c'est-à-dire que, tu fais un mois profitable, tu fais 100 000, tu as 50 000 de charges, tu fais 50 000 de profit a avant impôts, taxes, machin. 50 000 de profit, c'est cool, tu mets ça en trésor,
Tu fais un deuxième mois comme ça, tu as 100 000 de profit. Donc, c'est 2 mois positifs. Demain, tu as un mois où tu fais 60 000. Donc, t'es break-even, tu n'as pas de perte, mais tu as déjà moins de profit. Et puis, il peut y avoir un mois où, en fait, tu fais juste 30 000, mais tu as toujours 50 000 de charge. Et là, tes 100 000 de profit que tu as mis de côté, ou tes 110 000, Tu perds bah du là, tu perds 20%. déjà 20 000. Donc, tu perds déjà 20% de ta trésor en un mauvais mois, alors que ça t'a mis 2 mois ou 3 mois à construire ça. Et ça, en fait, si on n'est juste pas préparé à la réalité de gérer une boîte, en fait, c'est compliqué, tu vois. Donc, Ouais, bien sûr. En fait, nous, dans nos métiers, vu qu'on pilote avec de l'ADS, on pilote des temps courts, etc., on est en train de regarder tout au mois, tu vois, combien on gagne, combien on perd, combien on gagne, combien on perd. C'est comme ça qu'on monitor pour être sûr, vu qu'avec la pub, tout peut aller très vite, c'est comme ça qu'on monitor pour pas aller dans le mur, tu vois. Après, une fois que tu es une plus grosse structure, tu regardes au trimestre minimum, voire carrément à l'année. Et en fait, si je fais 3 mois qui plombent toute ma trésor, mais que derrière je fais 9 mois où je gagne une tonne d'argent, en fait, je m'en fous. Mais quand tu as des dépenses variables, je parle pas des dépenses, des dépenses variables qui peuvent être très extrêmes, tu es obligé de piloter un peu dans des temps courts pour voir qu'il n'y a pas de conneries, quoi. ouais. Et pour revenir sur le low ticket, c'est pour ça aussi que le low ticket, c'est si sexy. Vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent puisque vous allez récupérer l'argent directement. Comme ça, vous avez un flux de trésor entrant et vous ne dépensez pas d'argent pour acquérir un client. Et tout le back-end derrière, les offres après en high ticket, c'est que du profit. Et vous êtes une boîte qui est pérenne et vous avez cette sérénité financière. Là où ça marche, c'est des gens qui ont des listes email et des followings de centaines de milliers de personnes, qui font un book funnel qui est rarement break-even, mais derrière, tous les mois, ils font des événements masterclass à 100 €, à la fin desquels il y a des upsells allant de 1 000 à 100 000 €. Ces gens-là sont très profitables et sont très vite break-even. C'est pas la réalité de 99,9% des gens, en fait. Encore une fois, ce modèle fonctionne. Il fonctionne pas pour tout le monde, il fonctionne pas dans tous les contextes, il demande beaucoup de compétences. La plupart des gens qui vont aller vers ça en se disant: «Ah, c'est trop sexy», ne vont pas réussir à le faire fonctionner. Ça veut pas dire que c'est un mauvais modèle et qu'il fonctionne pas. On connaît, toi et moi, des gens qui gagnent beaucoup d'argent avec. La question n'est pas est-ce que ça fonctionne, c'est pour qui, dans quel contexte et est-ce que c'est le bon moment pour le faire? Ouais. Pour qui? C'est-à-dire, quel est ton profil? Quelles sont tes forces? Qu'est-ce que tu as envie? Dans quel contexte? Et quel est ton marché? Quelle est ta cible? Quelle est ton offre? Est-ce que c'est le bon moment pour le faire? Est-ce que c'est le bon moment pour le faire par rapport à où tu en es dans ton entreprise, par rapport à ce que tu as déjà mis en place, ce que tu as déjà essayé, et par rapport à tout le contexte, genre qui tu es et ce que tu veux, quoi. Complètement. Si on devait résumer tout ce qu'on a dit aujourd'hui, pour donner un mot de la fin un peu, tu vois? Pas tourner en rond, je pense que les gens qui nous écoutent, ils ont compris, on est contre. Et on n'est pas contre par principe, on est contre par contexte. Qu'est-ce que les gens qui nous écoutent doivent retenir selon toi de ce qu'on s'est dit là, les 30-40 dernières minutes? Selon moi, juste se poser la question de: «Est-ce que j'ai une audience?» C'est très, séquentiellement. Tu vois, si tu fais un algorithme, est-ce que j'ai une audience? Oui, non. J'ai une audience, OK. Est-ce que j'ai envie de créer un low ticket? Genre, j'ai une audience de plus de 200 000 personnes, on va dire. Au moins, Parce que là, les 2 options s'ouvrent. J'ai pas d'audience, high ticket, problème réglé. problème réglé. J'ai une audience, je me pose, va falloir étudier mon contexte, ce que je veux faire de ma vie, les problèmes que je veux avoir, et cetera. Là, ça ouvre une porte. Si j'ai pas d'audience, il y a pas de problème. Je pense que moi, le résumé que je ferais de ça, c'est juste c'est juste cette séquence. Beaucoup de complexité, il faut beaucoup d'audience, c'est pas pour tout le monde. Encore une fois, je veux pas non plus cracher sur le truc par principe, tu vois? Ça marche et je connais des gens pour qui ça marche. Faites attention au contexte, c'est probablement ça le plus important. Ouais. Et de quelle manière vous voulez aider les gens? Là, j'accompagne, des clients qui font, 60-70 000 par mois et en fait, ils avaient un produit à 900 €, mais dans le fond, le produit à 900 €, il aidait pas vraiment les gens. C'était genre, une formation en ligne, comme un low ticket que tu suis tout seul et cetera et en fait, la plupart des gens, ils suivent pas vraiment. Genre, si tu regardes Mmh. vraiment les stats, malgré tout ce que tu veux croire, genre si tu es froid et tout,
ça aide pas vraiment les gens parce qu'ils vont pas le suivre. Et en fait, est-ce que c'est ça l'impact que tu veux avoir, tu vois? Ou est-ce que tu veux avoir un vrai impact peut-être en suivant les gens, mettant les ressources nécessaires? Et du coup, ça demande d'avoir un produit plus cher. Mais on peut aussi partir de la mission de la boîte et de ce que tu veux pour ta boîte pour faire ce choix. Ça me va comme mot de la fin. Ok, bah merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. N'oubliez pas, abonnez-vous si vous êtes sur YouTube, mettez un pouce, mettez un commentaire, partagez quelque chose à un ami. Si vous êtes sur une plateforme de podcast, je sais, c'est chiant. Mettez les étoiles, mettez les commentaires. Ça nous aide à rendre le podcast un peu plus visible. Et puis comme ça, peut-être qu'un jour, on vous fera venir Tony Robbins dans le podcast. Ciao. Merci à tous. Bye.